Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur Bam Ton CAP. C'est toujours un plaisir les amis de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous continuez à travailler. Je ne le dirai jamais assez, le CAP c'est maintenant les amis, c'est maintenant qu'il faut le préparer, d'accord? Ce n'est pas du tout au dernier moment, non, 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 c'est maintenant. Alors je vais tout simplement vous dire courage parce que vous allez y arriver. Si l'année dernière vous n'avez pas tout validé, rassurez-vous, rien n'est perdu, continuez à travailler et vous allez l'avoir. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, c'est la première fois que tu découvres Bam Ton CAP, sache tout simplement que sur cette chaîne, on va te donner beaucoup d'informations sur tout ce qui est matière professionnelle, mais également sur les matières générales pour préparer au mieux ton CAP petite enfance. D'accord les amis? Je tiens franchement à dire merci à tous ceux-là qui ont pris de leur temps pour me mettre un pouce bleu sur ma dernière publication. Franchement, les amis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, je compte sur vous pour faire pareil sur cette vidéo, bien évidemment, si le contenu vous plaît. D'accord? Alors, nous allons continuer avec nos séries questions-réponses. Comme vous le savez, en EP1, mais aussi en EP3, vous allez être en face du membre du jury et va se jouer ce jeu de questions-réponses. Donc, c'est franchement important d'avoir beaucoup de notions. Ça va vous faciliter le passage devant les membres du jury. Parce que rassurez-vous, on ne sait jamais à l'avance les questions qu'ils ont préparées pour nous. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons tout simplement continuer. Alors, vous pouvez avoir une question, à savoir, citer les infections alimentaires, d'accord, les plus présents chez les enfants. Vous allez tout simplement les citer. Donc, vous pouvez parler du botulisme, vous pouvez parler de la salmonellose et vous pouvez également parler de la listériose. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, lorsque on parle des infections alimentaires, en fait, c'est quelque chose qui peut arriver parce que tout simplement, vous avez des aliments, d'accord, qui ont été en contact avec des bactéries, soit avant, soit pendant ou même après la préparation d'un repas, d'accord? Et cela peut être dû donc, du coup, cela peut être dû à cause d'une mauvaise cuisson, d'accord? Certainement, vous n'avez pas assez fait cuire votre aliment, d'accord? Ça peut aussi être dû à une mauvaise conservation, d'accord? Ou même lors du nettoyage des aliments, hein, d'accord? Donc, cela peut emmener une infection alimentaire, d'où l'importance, franchement, de toujours maintenir la chaîne du froid. Donc, ce problème, en fait, il est beaucoup présent lorsqu'on parle des œufs, d'accord? Lorsqu'on parle de la viande, lorsqu'on parle des crustacés, lorsqu'on parle de tout ce qui est produit laitier. Donc, faites beaucoup attention à la conservation. Faites attention lorsque vous préparez. Respectez bien la marche en avant, d'accord? Faites attention à respecter la chaîne de froid. D'accord, les amis? Faites bien cuire aussi vos aliments, c'est important. Donc, une infection alimentaire, en fait, c'est tout simplement une intoxication alimentaire. D'accord? Donc, c'est le fait tout simplement d'avoir consommé un aliment, du coup, qui a été contaminé, un aliment qui a été souillé pour des motifs que j'ai énumérés tantôt, d'accord? Donc, la conservation, la préparation et tout ça, d'accord? Donc, on peut se retrouver en face de ce problème d'infection alimentaire. Et vu qu'on garde des enfants, c'est vraiment important de savoir comment préparer, comment conserver pour éviter tout ce qui est intoxication alimentaire, les amis. Mais du coup, d'autant pourront se dire, mais comment est-ce qu'on peut reconnaître quand un enfant fait une intoxication alimentaire? En fait, pour le savoir, hein, c'est très simple, hein, et je pense que beaucoup l'ont déjà vécu, d'accord? Donc, lorsqu'on fait une intoxication alimentaire, on va avoir très mal au ventre. Ça, tout de suite, on va avoir très mal au ventre, on va avoir de la nausée, on va vomir, on va faire des diarrhées, certains peuvent avoir des maux de tête, des fièvres, d'accord? Donc, tout ça, en fait,
tous ces symptômes en fait nous montrent que l'aliment qu'on a ingéré en fait a été souillé et du coup là en fait tout simplement une intoxication alimentaire. Vous faites une activité avec les enfants, d'accord? Donc c'est une question qu'on peut vous poser. Vous faites une activité avec des enfants, du coup, où est-ce que vous devez vous positionner en tant que professionnel? À ce genre de questions, répondez tout simplement qu'il est préférable pour vous de vous positionner, de vous asseoir dans un endroit qui vous permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur les enfants, d'accord? Donc là où vous allez vous asseoir, vous devez être... vous devez pouvoir, d'accord, observer les enfants, donc tout le groupe, pas vous mettre euh, juste à côté d'un enfant parce que peut-être vous n'allez pas voir ce qui sont, je sais pas moi, à un autre coin, d'accord, donc vous vous positionnez de telle sorte que tout le groupe, d'accord, est sous votre regard parce que comme vous le savez, vous êtes là vraiment aussi pour assurer la sécurité des enfants. Donc, en fait, cette question, c'est juste pour voir si vous êtes professionnel, si vous savez, d'accord, que vous êtes là pour assurer la sécurité des enfants, pas seulement pour les aider pendant l'activité, mais également pour assurer leur sécurité. D'accord, les amis? Une autre question aussi qu'on peut vous poser, c'est de savoir, par exemple, lorsque vous faites une activité, d'accord, quel sera le mode de communication que vous allez utiliser? Bon, vous le savez, avec les enfants, c'est toujours bien de faire des gestes. Parce qu'il y en a souvent qui ne comprennent pas tout, qui ne parlent pas encore bien. Donc, la gestuelle est vraiment importante pour les enfants. D'accord? Nous, par exemple, en crèche, et certainement beaucoup vont se retrouver là-dedans, lorsqu'un enfant il fait quelque chose qui n'est pas du tout accepté, on va lui faire comme ça interdit avec les doigts, d'accord? On fait une petite croix, donc index sur index en formant une croix et l'enfant, il sait tout de suite, ça veut dire interdit, d'accord? Donc même si on ne place pas des mots, une fois l'enfant voit ce signe, il comprend tout de suite la croix, ça veut dire interdit. Donc lorsque vous faites une activité avec des enfants, d'accord? C'est bon d'utiliser la communication qu'on va appeler la communication gestuelle, d'accord? Mais également la communication verbale, parce que c'est aussi un moyen d'amener les enfants à parler et aussi à enrichir leur vocabulaire, d'accord? Donc, en gros, ce sera la communication verbale et la communication gestuelle aussi, d'accord? Par contre, lorsque vous utilisez la communication verbale, d'accord, ne partez pas dans un français soutenu. Vous parlez franchement dans un langage simple, pas dans le langage de bébé, non, vous leur parlez normalement, d'accord, mais de façon simple, pas un langage soutenu, d'accord. Il faut apprendre à parler tout doucement, cela permettra à l'enfant, franchement, de bien comprendre. Répétez également si cela est possible, hein, d'accord? Donc, lorsque vous utilisez la communication verbale, ce sont des choses qu'il faudra vraiment mettre en pratique parce que vous avez des enfants qui sont tout petits et le plus souvent, tous ne parlent pas déjà de façon courante, d'accord? Vous faites un repas et on vous demande si vous pouvez donner des crudités à un enfant de à peine 12 mois. Bon, les crudités, c'est mieux de donner lorsque l'enfant a un peu plus de 1 an. D'accord? Donc, un peu plus d'1 an, vous pouvez déjà donner des crudités, mais si l'enfant a moins d'1 an, évitez de lui donner des crudités. D'accord? Une autre question aussi qui peut venir, d'accord? Lorsqu'un enfant refuse de goûter à de nouveaux aliments, comment est-ce qu'on appelle cela? Un enfant qui refuse de goûter à de nouveaux aliments, c'est ce qu'on appelle la néophobie. D'accord? Donc la néophobie, c'est tout simplement le fait qu'un enfant refuse de goûter à de nouveaux aliments. Il veut pas, il veut rester avec ce qu'il connaît et lorsqu'on veut introduire quelque chose de nouveau, il a peur. Voilà, donc tout ce qui est phobie fait partir de la peur. Donc c'est la néophobie. D'accord? Une autre question aussi qu'on peut vous demander, c'est de définir le mot DME.
DME signifie tout simplement diversification menée par l'enfant. D'accord? Une autre question aussi qui peut venir, d'accord, c'est de savoir à quel âge l'enfant va avoir les incisives centrales inférieures qui vont commencer à pousser. Pour les incisives centrales inférieures, d'accord, chez les enfants, ça va commencer à se voir à partir de 6 mois, donc de 6 à 10 mois, d'accord? Une autre question qui peut aussi venir, d'accord, c'est de savoir si vous devez forcément réchauffer un biberon avant de le donner à l'enfant. Ben, ce n'est pas obligé, d'accord? Il y a des parents qui donnent des biberons à leur enfant à température ambiante, hein, c'est pas du tout chauffé, donc ça n'a aucun incident sur l'enfant, d'accord? Et il y a des parents qui préfèrent donner quand même un biberon qui est tiède, d'accord? Cela aussi, ça fait du bien à l'enfant parce que vous savez, lorsqu'un enfant, par exemple, prend du lait maternel, et bien, les tétées, elles sont un peu chaudes, hormis la chaleur de la maman, d'accord? Mais le lait, en fait, il n'est pas froid. Donc, ça fait du bien aussi à l'enfant. Donc, on essaye de rester dans cette optique et de se dire, on va pas donner un biberon tout froid. On va essayer de le faire tiède, donc de le faire chauffer avec des chauffe-biberons. Ne mettez surtout pas dans les micro-ondes, hein, parce qu'après, la chaleur, elle n'est pas homogène. D'accord? Donc, c'est un choix, mais franchement, on n'est pas obligé de faire chauffer avant de donner à l'enfant. Par contre, il y a des enfants qui sont habitués à ce que le biberon soit chauffé. Donc, si vous ne le donnez pas chauffé, l'enfant peut ne pas l'accepter parce que c'est juste question d'habitude. Comme, à contrario, pour un enfant qui est habitué à le prendre non chauffé, en fait, ça ne le dérangerait pas du tout. Il va le prendre normalement sans problème. Par contre, lorsque vous faites le biberon, rassurez-vous, vous n'avez pas cette obligation de trop secouer. Il y a des moments, lorsqu'ils font le biberon à leur enfant, ils vont tellement l'agiter, ils se disent que c'est en l'agitant que le biberon sera frais. En fait, le lait infantile, il est fait de telle sorte qu'il n'y aura pas de formation de grumeaux. C'est vraiment bien fait, d'accord? Donc, on n'a pas besoin, une fois on a mélangé, de le secouer vigoureusement. Il faut tout simplement, soit vous prenez, vous le secouez tout doucement, vraiment délicatement, d'accord, pour faire le mélange, mais franchement, le lait, il se dissout tout seul. Il se dissout vraiment tout seul. Sinon, ce que vous pouvez faire également, c'est tout simplement le rouler. D'accord? Donc, vous prenez le biberon dans vos pommes et vous le roulez délicatement et le tour est joué. Parce que vous savez, lorsque vous agitez vigoureusement le biberon, ce qui va arriver, c'est que vous allez former des bulles d'air. Ces bulles d'air-là, en fait, vous n'allez pas les voir à l'œil nu, mais ils vont être présents dans le bib de l'enfant, et lorsque l'enfant va manger, va le prendre, il peut comme ça avoir mal au ventre, d'accord, et aussi avoir des problèmes de digestion. C'est tout simplement parce que vous avez intégré des bulles d'air dans son biberon, d'accord. Donc, c'est des questions aussi qui peuvent venir. On peut vous demander comment est-ce que vous allez faire le mélange, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas trop l'agiter, d'accord. Donc, c'est pour ces raisons en fait. D'accord, j'espère que j'ai été bien claire à ce niveau. Lorsque vous faites aussi le biberon de l'enfant, ne chauffez pas l'eau à l'avance, d'accord? Vous faites tout le mélange et vous allez tout simplement déposer dans le chauffe ou le faire au bain-marine, ça dépend. Et comme ça, le biberon est prêt. Et lorsque vous allez le donner à l'enfant, vérifiez toujours la température avant de donner pour éviter des brûlures. Donc, pour éviter toute forme de brûlure, d'accord, vous mettez tout simplement quelques gouttes, d'accord, du lait que vous avez préparé à l'intérieur de votre poignet. Et si vous voyez que c'est trop chaud, ben, vous attendez, vous faites tiédir. Et si vous voyez que c'est bon, ben, il n'y a pas de souci, vous pouvez donner à l'enfant, d'accord. Si l'enfant n'a pas tout bu, ça ne sert à rien, il faut jeter, il faut nettoyer le biberon et c'est bon, il n'y a pas à le conserver, d'accord. Autre chose aussi, lorsque vous faites le biberon, lorsque vous mettez de l'eau, faites tout pour toujours poser sur une surface plate, d'accord. Ça vous permet vraiment d'avoir un niveau qui va de 0. Ne le tenez pas dans vos mains et puis vous versez parce que souvent on n'a pas
comment dirais-je, la bonne mesure, ok, la mesure exacte de l'eau. Bon, ceux qui sont un peu physiques vont comprendre ce que je dis, parce qu'en physique, vous allez voir qu'on recommande toujours de poser sur une surface plate pour bien voir le niveau. D'accord? Donc, il faut le poser sur une surface plate et là, quand vous allez mettre de l'eau, vous avez la bonne mesure. Si par exemple, vous voulez mettre l'eau à 180, ben, si vous le tenez dans les mains, vous pouvez ne pas avoir la mesure exacte parce que vous l'avez dans les mains, ça peut être incliné. D'accord? Or, lorsqu'il est posé sur une surface plate, donc ça veut dire que vous êtes au niveau 0. Et là, ben, la quantité, elle sera adéquate. D'accord? Après, pour les parents qui préfèrent donner tiède, pas tiède, à température ambiante à leurs enfants, franchement, s'ils préfèrent comme ça, ce n'est pas un problème, hein. C'est une très bonne chose aussi parce que au moins, on n'a pas à vérifier après avoir préparé le biberon, est-ce que c'est trop chaud, est-ce que c'est pas trop chaud, parce que vous savez, dans tous les cas, l'enfant, il peut le prendre, il n'y a pas de risque de brûlure, d'accord? Et en même temps, on gagne en temps, d'accord? Parce qu'on ne va pas chauffer, on ne va pas chercher à refroidir, voilà. Donc, l'enfant a moins de temps pour patienter avant de prendre son biberon, d'accord? Et le biberon, c'est pas comme lorsqu'on fait le repas, on va pas le faire le matin. Non, le biberon, c'est vraiment, vous le faites quand vous savez que là, vous allez le donner à l'enfant. Donc, ne le faites pas des heures à l'avance, hein. Je pense que ça, tout le monde le sait, mais c'est souvent des questions pièges qui viennent lors des examens et souvent avec le stress, avec la peur, on répond un peu pélémélé sans plus trop réfléchir. Donc, je préfère comme ça, on ne sait jamais, vous le redire. D'accord, les amis? Donc, voilà. Donc, si par exemple, vous, l'enfant que vous gardez, c'est un enfant qui prend un biberon à température ambiante, d'accord, il faut savoir que le temps de conservation est d'1 heure. Ça veut dire si par exemple, vous avez prévu sortir, faire une petite balade. Donc, surtout ça, c'est important. Vous savez, en EP3, lorsque vous faites le tableau de la journée type. Donc, si vous avez prévu sortir avec l'enfant, il faut souvent faire attention parce que un biberon qui est fait à température ambiante, vous pouvez le garder 1 heure. Mais un biberon qui a été chauffé, il n'a que 30 minutes. 30 minutes après, il faut le donner à l'enfant. Après, le biberon n'est plus bon. D'accord? Il ne faut pas qu'il aille au-delà des 1 heure. Mais, donc, vous voyez, c'est un avantage pour un enfant qui prend un biberon à température ambiante. Parce que si vous voulez, par exemple, sortir, aller au RPE, par exemple, ou faire une, je ne sais pas moi, vous allez peut-être partir dans un parc, d'accord, ben, vous pouvez déjà apprêter votre biberon, il n'y a pas de souci, ou tout simplement, comme font d'autres parents, si vous avez des, comment dirais-je, des petites contenances dans lesquelles vous pouvez mettre déjà des dosettes de lait que vous allez utiliser. Cela aussi est pratique, d'accord? Vous mettez, voilà, c'est hermétiquement fermé. Et puis, lorsque vous arrivez au moment de donner, vous avez tout simplement à verser tout le contenu dans le biberon avec de l'eau et vous donnez à l'enfant. Donc, pour les températures ambiantes, c'est vraiment pratique. Mais lorsqu'il faut chauffer à l'avance, il faut faire attention parce que là, vous avez 30 minutes pour donner à l'enfant. Après, c'est plus bon du tout. Donc, une dernière question, on va finir par là, d'accord? On peut vous poser la question de savoir pourquoi faudrait-il commencer la diversification alimentaire à un enfant? D'accord? On parle bien de diversification alimentaire, hein? C'est différent des céréales qu'on vous propose dans les commerces. Ça, c'est du pur marketing qu'il faudra mettre en ajout dans le biberon de l'enfant. D'accord? Moi, je parle bien de la diversification. Donc, la diversification, ça veut dire des aliments que nous, adultes, nous consommons, de les mettre en petite quantité, écraser et le donner à l'enfant. Ce ne sont surtout pas des ajouts qu'on va faire dans le lait. Le biberon de l'enfant restera toujours comme tel, rien que de l'eau et du lait. Et la diversification, c'est qu'on va écraser dans une assiette, d'accord? Donc, on va vous demander pourquoi est-ce qu'il faut commencer cette diversification alimentaire. Il faut savoir qu'en fait, il y a des capacités digestives de l'enfant qui vont se développer. Parce que quand l'enfant il est tout petit, on ne peut pas lui donner du solide parce que son estomac déjà n'est pas prêt. D'accord? Donc, il faut aller étape par étape. C'est pour cela il va falloir attendre vers 4 mois. On se dit que les capacités digestives de l'enfant ont un peu plus évolué. À ce moment, on peut commencer, mais tout doucement, à introduire un seul aliment
C'est pas, on commence des fruits et puis, hop, on met tous les fruits en même temps. Non. Petit à petit, hein, on voit comment ça se passe et ensuite, on introduit, d'accord? Donc, ça peut être parce qu'on peut répondre en disant parce que les capacités digestives se sont développées, d'accord? On peut aussi dire parce que, en fait, parce que l'enfant grandit, d'accord? Et du fait qu'il grandit, il commence par se déplacer, il commence par beaucoup se mouvoir. Ben, du coup, les apports en lait ne sont plus totalement suffisants, d'accord? Donc, il va falloir renforcer pour la bonne croissance de l'enfant, d'accord? Donc, on peut commencer tout doucement à faire un ajout. Mais ça n'a rien à voir, les amis, avec les céréales, hein. Ça, ce n'est que du commerce, d'accord? Donc, voilà, on va s'arrêter là, les amis. J'espère franchement que cette vidéo va encore vous apporter un plus. Et moi, je vais tout simplement vous dire merci et à très bientôt pour une prochaine publication. Merci, au revoir.